bienvenue sur la chaîne Donut & Newman, c'est la chaîne consacrée aux acteurs business du changement. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Nour Akbar Ali. Bonjour Nour. Nour, tu es le fondateur des Nouveaux Affineurs, qui est une start-up qui fait des fromages à base de plant-based, donc de plantes végétales. Et tu vas nous raconter ton histoire, ton parcours. Mais juste avant, je voulais vous remercier d'être ici et vous dire que vous pouvez nous suivre en cliquant sur la petite cloche, en likant. Et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @donutandhuman, et sur LinkedIn, bien sûr, sur notre page LinkedIn. Bonjour Nour. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours qui est très riche avant d'arriver à l'idée de la start-up que tu as montée en 2017 ? Qu'est-ce qui s'est passé avant cette Avec start-up? plaisir. Bonjour Victoria et puis merci pour l'invitation. Moi, avant de lancer les Nouveaux Affineurs, j'ai un parcours d'ingénieur, donc je suis de formation plutôt scientifique. Ingénieur en quoi? J'étais dans une formation généraliste, j'ai travaillé après dans une activité de conseil pour des clients industriels, donc sur des sujets plutôt techniques. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu une appétence forte pour les sujets liés à l'alimentation, que ce soit la production, la transformation, aussi la cuisine, tout simplement, et le fait de bien manger, y compris la partie nutrition. C'était une erreur d'orientation d'être ingénieur? C'était parents qui avaient Non, pas du tout. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très intéressé par les sciences en général. Je suis très, très curieux et je suis toujours attiré par les disciplines scientifiques. On a un volet d'ailleurs de notre activité qui reste quand même très technique et scientifique chez nous. Ah oui, tu vas nous expliquer ça, bien sûr. On pourra en parler. Ouais. Donc pas vraiment d'erreur d'orientation. Au contraire, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais voilà, de l'intérêt aussi pour différents sujets, dont l'alimentaire. Et j'avais envie de me rapprocher un peu de ça avec, dès le départ, une prise de conscience aussi à titre personnel des enjeux de transition alimentaire, d'alimentation durable, d'importance de l'alimentation végétale. C'est né comment justement ce mindset, cette envie de s'intéresser à la transition alimentaire? Transition alimentaire, ça veut dire comment on nourrit les hommes demain finalement. C'est né comment chez toi? C'était en parallèle de tes études d'ingénieur ou c'était une prise de conscience? Il n'y a pas eu en tout cas, comme parfois on peut le voir, de déclic qui m'a dit tiens, du jour au lendemain j'ai complètement switché. Je me suis dit voilà, il faut tout changer, mais progressivement par plein de choses. Alors c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là au départ plutôt par le volet alimentaire et aussi tout le sujet environnemental lié aux questions de production, en particulier de production intensive. D'accord. Tu as eu des petits déclics, des documentaires que tu as pu voir, des rencontres? Beaucoup de choses, beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres aussi. Il y a, c'est vrai qu'évidemment tout le sujet aussi lié à l'éthique animale va être quelque chose auquel je suis sensible. Et après, finalement, ces sujets de ressources, de capacité de production alimentaire et d'adéquation avec ce qu'on peut émettre typiquement en gaz à effet de serre ou pas, de capacité productive, c'est-à-dire de répartition des surfaces agricoles entre le végétal, l'animal. C'est des choses aussi qui intéressent quand on a un regard scientifique sur notre environnement. Et donc voilà, ça a fait son chemin et tout est un peu, tout se croise un peu. Mais de là à passer à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé à se dire ok, là c'est une décision quand même qui est assez radicale. Plusieurs choses. Alors radicale, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que les différentes industries dans lesquelles je travaillais m'intéressaient beaucoup du point de vue des sujets techniques, mais j'avais envie de faire quelque chose avec un peu plus d'impact. J'avais pas forcément la volonté absolue de me dire il faut que je lance un projet moi-même. Pour moi, l'entrepreneuriat est plus un moyen qu'une fin en soi. Donc j'ai eu une période aussi où j'ai rencontré beaucoup de gens, des entrepreneurs, des chercheurs, des chefs, des industriels. C'est facile de rencontrer des gens quand tu viens comme ça, que tu n'as pas de culture autre que celle que tu as pu te faire, tu n'as pas le parcours forcément adéquat. C'est facile de rencontrer des gens. Je crois que tu as rencontré des gens de très haut niveau à l'INRIA. Facile, je sais pas. Après, c'est
Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand on va les chercher et qu'ils voient qu'on est intéressé par quelque chose, mine de rien, ils sont Vous aimez intéressés bien répondre aux questions, ouais. par partager. Donc après, Ouais. c'est aussi, voilà, tout le monde ne répond pas, mais on est souvent plutôt surpris D'accord. Et de tu avais gens. déjà en tête quand même ce sujet du fromage végétal? Ou Au, c'est au venu moment où après? j'ai démarré ça, et justement, la période où j'ai quitté mon activité dans le conseil pour démarrer ça, je n'avais pas encore formalisé le projet des nouveaux D'accord. affineurs en tant que tel. Je savais que je voulais vraiment m'investir dans les sujets d'alimentation durable, D'accord. mais avec un spectre qui était assez large à ce moment-là. Donc j'ai passé du temps en fait à creuser pas mal Ok. de sujets, et progressivement je me suis rendu compte que sur tout ce qui était produits alternatifs aux produits laitiers, euh, l'état en fait des choses qui remontent il y a 4 ans, c'est que le marché à la fois en ce qui concerne la demande et par rapport à l'offre de produits était très immature. Oui, Euh, clairement. sur les produits alternatifs à la viande, mais Oui, il y a tout pas ce mal qui de est startups protéines dont on entend alternatives, parler, Beyond voilà, Meat, des gens comme etc. Beyond Meat, Ouais. il y a 10 De ans, gros ils étaient acteurs. quand même déjà là. Mhm. Alors, moins avancés qu'aujourd'hui, mais ils étaient déjà en pointe, hein, même si c'est des entreprises plutôt nord-américaines qu'en Europe. Oui. Bon, aujourd'hui, on voit que l'équilibre change, mais il y avait du monde, et surtout, euh, Sur les laits beaucoup... végétaux aussi, il y a beaucoup de monde aux Oui, États-Unis. Les marchés américains, les marchés asiatiques sont beaucoup exactement. plus matures que le marché européen. Et il y a Et encore du boulot ici. le fromage, c'est un peu euh, C'est le français le dernier de la fromage? classe là-dedans, En parce plus. que c'est finalement un produit qui est un peu plus complexe à transformer. Oui. On parle enfin, un Alors on lait parle de végétal. fromage ou on parle de crème fromagère, etc. Parce que dans les pays anglo-saxons, on a toujours un petit peu la frontière est assez vague entre fromage et pâte à tartiner en fait. Qu'est-ce que tu fais toi dans ton idée de Ah ce oui, que tu voulais faire? alors si on reprend, en fait, effectivement, il y a le produit le plus simple, en fait. Là, je parle des produits laitiers, ça va être le lait, qui est l'ingrédient de base. Oui, Et il va être plus ou moins fermenté, plus ou moins travaillé pour aller en intermédiaire sur des yaourts, de la crème, ou après sur des fromages qui peuvent être même assez élaborés, puisqu'on a des produits qui peuvent vieillir vraiment 6, oui, on 12, va en parler de 24 ça. mois. Mm. Euh, Moi, quand je parle de fromage, c'est vraiment tous ces Ce marché de produits-là fromage, qui c'était sont transformés, ouais, alternatives aux produits laitiers, mais en voyant qu'il y a un axe de travail qui peut être très différent par rapport à ce qui existe en alternative à la viande, qui est celui de la fermentation. ok. Quand on Qui est le parle... principe du fromage, le fromage. Oui, mais pas que. C'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, on estime qu'on mange à peu près, quand je dis c'est collectivement, hein, sur Terre, quasiment un tiers d'aliments fermentés. d'accord. Donc, mais voilà, on s'en rend pas forcément compte, hein, mais en tout cas, Alors si on prend lesquels sont les moins évidents du quotidien? Les yaourts, bon. déjà, en France, on a quand même le pain, le vin, le fromage. Exactement, ouais. C'est un La bon, bière. un bon point de départ. Ouais. Mais ça, c'est un outil qui permet de faire des produits avec très peu de transformation. D'accord. Le fromage fermentation. laitier, c'est ça, c'est Ok. qu'on a du lait. Il y a la présure qui apporte des enzymes, mais après, tout se passe dans la fermentation. La présure, c'est la levure Et en fait. non, la présure, c'est historiquement, c'est un bout de l'estomac, d'un des estomacs du veau, D'accord. qu'on met dans le lait et qui apporte des enzymes pour le faire cailler. Et donc c'est ça Ok. qui donne le caillé, on sépare avec le petit lait. Ça, c'est la première étape de fabrication du fromage. Et dans le fromage laitier, c'est soit fait de cette façon-là, soit fait avec un apport enzymatique de synthèse, D'accord. pour ne pas passer justement par l'estomac du veau. Donc ça reste en tout cas des étapes assez simples. Et c'est très intéressant de se dire qu'on peut utiliser la fermentation pour en fait modifier la texture, le goût, la conservation des produits, D'accord. sans venir mettre en fait d'additifs, de texturants. Donc ça a été un point de déclic de se dire aujourd'hui il y a très peu d'offres, et surtout il n'y a pas d'offres de produits qui soient bons en fait. Ok. Il y a 4 ans, et c'est toujours globalement en tout cas le cas aujourd'hui. Vraiment le gros du marché sur les alternatives au fromage, c'est des produits qui sont très transformés, avec des valeurs nutritives très pauvres, et une grosse partie d'entre eux vont pas être satisfaisants en goût. D'accord. Donc tout ça fait que voilà, j'ai eu envie Donc tu as un vraiment de constat, creuser ça. en fait, il y a un marché qui existe, il est pas encore suffisamment occupé. Tu as des processus que tu peux mettre en place qui sont relativement simples, processus, j'imagine, industriels, où tu vas industrialiser en tout cas plus tard. Et là, tu te dis, ok, j'ai un boulevard, j'y Alors vais. c'est plutôt dans l'autre sens, dans le sens où
Moi, comme tout ce qui est alimentation végétale, je m'y intéressais beaucoup. J'ai acheté aussi beaucoup de T'es produits, je vegan testais. toi-même, hein? Ou Alors moi, tolérant, je me ou... décris pas comme vegan, j'aime pas trop Ouais. cette dénomination. Mais en tout cas, je mange végétal ouais, de façon extrêmement majoritaire. Et dans ces produits que je testais, je voyais qu'il y avait des produits qui étaient plutôt fabriqués avec une approche peut-être un peu cuisine, c'est-à-dire on a une petite base, euh, on va l'aromatiser avec des herbes, avec des épices, des choses comme ça. Ça, c'est Et, l'approche très anglo-saxonne, ça. ouais, et des Ouais. produits qui sont éloignés en tout cas de ce qu'on va connaître comme étant du Oui. fromage en France. Et j'ai commencé à faire des tests en fait de fermentation moi sur des bases végétales au départ chez moi pour comprendre un petit peu ce qui pouvait se faire. Et je voyais évidemment que en fait avec pas de moyens techniques, on arrivait à reproduire à peu près D'accord. des choses qui étaient justement disponibles sur le marché pour les produits en Tu veux dire fabrication qu'il plutôt. ressemble par exemple à un Euh, camembert ou à non, un non, je parle gruyère dans le végétal, c'est-à-dire qu'en fait avec D'accord. pas trop de moyens, on arrivait à refaire justement ce qui se D'accord, une vendait et recette qui était qui se vendait encore sur le marché. pas suffisamment abouti. Et j'ai vu que voilà, si on travaillait avec un axe euh, plus technique, en se disant comment comprendre ce qui se passe dans le processus de fermentation, dans la préparation aussi des ingrédients végétaux, c'est évident qu'on va pouvoir changer complètement la D'accord. donne en goût, en résultat de produits finis. Et là, je me suis rapproché de l'INRA. C'est l'INRA, d'accord. Oui, c'est ça, c'est l'INRA, donc maintenant l'INRAE, L'INRA, ok. qui est un des Qui fait des instituts partenariats de comme ça avec référence des voilà, startups, ouais. sur l'agriculture et l'alimentation en France, qui même avait donc il y a un incubateur INRA et D'accord. AgroParisTech qui s'est mis en place à Massy sur le campus d'AgroParisTech, le D'accord. Fooding Lab, pour accompagner des projets Ok. comme le nôtre qui avaient un obstacle ou des obstacles techniques à D'accord. lever en fait dans la réalisation. Donc là, c'est en R&D en fait. Ton besoin est en Exactement, R&D. exactement. Ok. C'est le besoin R&D en se disant tout ça, l'objectif il est simple, hein, c'est de faire des produits qui soient bons. Et voilà, moi dès le Bon, départ, beau, qui ressemble aussi à des fromages qu'on connaisse oui, aussi, j'imagine, hein. c'est Te l'objectif. détacher justement du tartinable et du Alors aromatisé. on a des produits qui sont tartinables, T'en as aussi toi. mais qui sont toujours avec ce cahier des charges, hein, qui vont être une liste d'ingrédients très courte, Ouais. des produits fermentés qui sont très bons. Ça c'est Ouais. le Alors quand point on de dit qu'ils sont départ. très bons, Ouais. par exemple, aujourd'hui, enfin, ça fait depuis un petit moment que Bell, l'industriel, a racheté un acteur justement du fromage végétal et qu'ils distribuent eux-mêmes, alors pas en France, mais dans les pays anglo-saxons surtout, des fromages dits végétaux. Ils ont sorti récemment en Angleterre, il y a quelques semaines, un Babybel vert, hein, la petite Bien coque est sûr, verte. ouais. C'est quoi la différence en fait entre ce que tu fais toi et ce que un fromager comme Bell propose? Alors, ce qui existe sur le marché, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des produits, et c'est vraiment le gros du marché aujourd'hui. C'est des produits qui sont tous à peu près avec la même formulation, c'est-à-dire c'est des bases de graisse saturée et d'amidon, qui sont pas fermentés. Dedans, il y a des arômes, il y a des texturants. Et donc, on va faire en fait des produits qui euh, peuvent être, quel que soit le format, après ça peut être rond, ça peut être en tranches, ça peut être râpé. D'accord. Des produits qui vont être plutôt utilisés en ingrédients ou en snacking, qui vont apporter, là on est vraiment dans l'analogue, quoi, un peu de substitution, D'accord. mais qui n'ont rien à voir avec des produits faits à partir d'ingrédients bruts, par exemple du point de vue à la fois du goût, de la nutrition, euh, et également de tout ce qui va être niveau de transformation. Donc ça, ces Tu veux dire qu'il y a produits-là, le même niveau de transformation dans ces fromages-là qu'il y a eu toujours eu dans l'alimentation industrielle. Toi, tu es tu es sur des fromages qui sont, on va dire, plus sur un savoir-faire traditionnel. exactement, en fait, Oui. tous ces produits, on a cité Bell, mais en fait, il y a beaucoup d'autres marques qui Bien sont sûr. assez grosses et qui font des gammes assez similaires à ce qui est disponible et beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, vont faire voilà, ce type d'ingrédients. Alors, c'est plus facile à fabriquer, c'est des produits non fermentés, mais la façon de les fabriquer ressemble pas du tout à la façon de fabriquer du fromage. En fait, ça va ressembler, si on devait faire un parallèle, beaucoup plus à la façon dont on fabrique peut-être une margarine D'accord. que à la façon dont on fabrique du Ah, fromage. c'est très clair. Nous, comme on image. travaille sur la fermentation et l'objectif, c'est pas forcément d'imiter absolument un fromage précis. D'accord. En fait, je dis souvent, on fait des produits qui sont
alternatif et complémentaire au fromage. Donc évidemment, des gens qui... On pourrait mettre un de tes fromages sur un plateau de fromage. Oui, et puis ça se fait déjà. L'idée, c'est que des gens qui ont envie de rechercher un produit sans lait, quelle qu'en soit la raison, parce que ils ont pas envie de manger un produit animal, parce qu'ils font attention à leur santé, parce que ils sont allergiques, peu importe. Ou parce qu'ils ont une conscience écologique et qu'ils savent que, on en parlera peut-être plus tard, l'empreinte n'est pas la même. Bien entendu. Quelle qu'en soit la raison, s'ils veulent trouver un produit sans lait, ils peuvent le trouver chez nous, mais ils peuvent également varier en fait de la même façon qu'on a plein de gens qui vont acheter finalement des produits alternatifs à la viande, ou qui vont acheter un yaourt ou un dessert, par exemple au lait de coco ou au lait d'avoine, sans être eux-mêmes dans une alimentation strictement végétarienne ou végétalienne. Quoi. Il y a des startups qui font des fromages végétaux à partir de lait de coco. Toi, c'est pas ton cas. C'est quoi la base? C'est quoi les végétaux que tu utilises? Aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont évolutives, on travaille principalement avec du soja et des noix de cajou, qui sont les 2 ingrédients de base sur la plupart des produits avec lesquels on travaille. Donc évidemment, sur le soja et la noix de cajou, le premier réflexe, c'est de te dire « Oh là là, mais attention, pas bon ça !» Soja, hyper polluant. Noix de cajou, en général, elles viennent d'Asie, du Vietnam. Elles ont une empreinte carbone. Elles font 29 000 km avant d'arriver en France. Il y a un sujet sur... quand les personnes qui les décortiquent sont souvent intoxiquées par les mains, il y a un produit un peu toxique dans la coque de la noix de cajou. Donc j'imagine que tu as travaillé là-dessus aussi, c'est impossible. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que comme tu as dit, c'est le premier réflexe. Mais alors le soja, souvent les gens associent ça aux cultures de soja qu'on connaît, qui sont beaucoup en Amérique latine, s'associer à le bétail, déforestation ou autre. Mais effectivement, l'usage de ce soja-là, c'est l'alimentation animale. Exactement. Nous, on utilise du soja qui est bio et français. C'est une production, il y a une filière soja en France. Oui. Et il y a 2 choses sur le soja. C'est que, premièrement, en fait, consommer du soja directement, c'est le meilleur moyen de consommer moins de soja, en fait. On économise beaucoup plus de soja en mangeant du soja qu'en mangeant de la viande. Là, j'ai pas tout compris, là. C'est-à-dire que manger 1 kilo de viande va demander de produire beaucoup de kilos de soja pour alimenter le nourrir bétail. l'animal, bien sûr. Voilà. Et donc, en gros, le meilleur moyen de consommer moins de soja, c'est de manger du soja. Ça fait sens. Donc ça, c'est un premier point. Après, c'est qui est très protéiné, le soja. En France, pas que en France, mais en tout cas, c'est un pays qui, historiquement, a une forte tradition de culture céréalière. Aujourd'hui, il y a un déficit sur la production de légumineuses, comme le soja, par exemple. Et travailler sur le soja, donc soutenir ces filières-là, c'est valable pour les autres produits, que ce soit des lentilles, des pois chichotes, mais en tout cas sur la filière légumineuse. Ça a un impact important parce que comme il y a justement beaucoup plus de céréales que de légumineuses, on a un peu un déséquilibre. Les légumineuses fixent de l'azote dans les sols qui permettent d'utiliser derrière, quand il y a des rotations de culture, moins d'intrants chimiques. Donc on a besoin entre autres d'azote pour faire pousser les cultures, et donc faire pousser des légumineuses va venir fixer de l'azote dans le sol. Donc c'est très intéressant. Un cercle vertueux, en fait. Exactement, d'augmenter la consommation de légumineuses et entre autres de soja. C'est une filière que tu vas accompagner justement. Tu connais les producteurs directement ou tu achètes sur un... En tout cas, nous on travaille avec des gens qui ont une filière de production en France. Aujourd'hui, on est aussi un peu à un moment de transition puisque en grandissant, on cherche à développer et à renforcer en fait nos flux d'approvisionnement. Mais oui, on va continuer de travailler avec cette filière. Après, on travaille aussi avec d'autres ingrédients aujourd'hui en test. Donc ça, c'est pour la partie soja. Donc voilà, nous, on a choisi d'avoir de la pro locale, bio. De toute façon, tous nos ingrédients sont bio aujourd'hui. Pour les noix de cajou, effectivement, beaucoup de questions. Gros sujet. En réalité, un point qui est important de rappeler, c'est que quand on regarde l'empreinte carbone de l'alimentation, déjà même avant de s'intéresser à la noix de cajou, le transport pèse peu dans le bilan carbone. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'impact de manger végétal que de manger local. D'accord. Parce que ce qui va vraiment peser, c'est finalement l'impact carbone dans la production. On parle de carbone, en fait, c'est des équivalents carbone, parce que dans l'élevage bovin, le gros des émissions, c'est du méthane. 1 gramme de méthane émis dans l'atmosphère va avoir le pouvoir réchauffant de 20 grammes de CO2. D'accord. Donc en gros, si on enlève la production ou si on réduit
ce qui est émetteur de méthane va avoir un impact très fort sur le bilan carbone. Donc ça pèse assez peu. Okay. Et nous, sur les noix de cajou, on est avec du décortiquage mécanique. D'accord. Pour éviter justement ce souci. Voilà, exactement, du commerce équitable. Et comme c'est des produits secs, c'est du transport assez lent. Ouais. Donc malgré tout ça, sur le bilan global, on arrive à avoir un bilan carbone qui est largement inférieur à du produit laitier. Okay. On estime, voilà, selon les produits, l'ordre de grandeur, c'est qu'on divise par 5 à peu près le bilan carbone. D'accord. Et vous êtes sur une filière Max Havelaar ou Fairtrade ou... Nous, c'est Fair for Life, le label avec lequel on travaille. Okay. Qui garantit, j'imagine aussi, que les ouvrières des noix de cajou aient un minimum de revenus. Oui, alors ça, c'est sur l'aspect global de la certification commerce équitable. Le point le plus important, c'est vraiment le décortiquage, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui expose les travailleurs, les travailleuses à cette résine en fait, qui est dans la coque lorsque le contact est fait directement avec les mains. Nous, on travaille aussi avec des producteurs là, sur la filière. Ils ont des engagements assez forts sur la polyculture pour favoriser en fait le maintien de la biodiversité dans les endroits où ça pousse. Et comment tu as sélectionné tes partenaires justement? Ça fait partie du travail, donc il y a un gros travail de R&D, puis il y a un gros travail de sélection des partenaires. Oui. Alors, quand on arrive comme ça et qu'on ne connaît pas la filière, comment on fait? Déjà, on se renseigne beaucoup nous-mêmes et puis avec les différents producteurs ou importateurs selon les cas. Donc nous, on les questionne beaucoup sur leur cahier des charges, sur la filière, sur ce qui est mis en place pour sélectionner en fait ce qui est le plus en adéquation avec ce qu'on veut proposer aux clients et aux engagements qu'on peut avoir sur nos produits. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est important et on va pas... c'est le cas, on ne va pas se tourner uniquement vers un choix de prix en fait pour l'achat des matières premières. Ouais. On va examiner en fait l'ensemble de la chaîne de valeur avant de sélectionner les fabricants. J'imagine que pour arriver au mieux 10 ans sur justement le point de vue écologique et sur le point de vue social, les coûts de revient sont bien plus chers quand même que si tu avais utilisé du lait animal. Oui, alors après ça c'est pour plusieurs raisons. Évidemment il y a un écart parce que quand on est sur du bio, avec en plus une partie des ingrédients qui va être sélectionnée comme ça, sur des volets RSE, le coût de la matière première augmente. Le lait aujourd'hui, le lait animal en France, il coûte très peu cher. Mais par contre, c'est un problème. C'est-à-dire que si on fait la comparaison avec un produit laitier, on peut se dire ah oui c'est cher, mais en réalité il y a deux choses, c'est que nous, et ça va évoluer dans le temps, à la fois par la montée en échelle et le travail avec des nouvelles matières premières, on va être capable de réduire les coûts et donc les prix, mais de l'autre côté que tu répercuteras sur le client. Oui, exactement. Ou que tu réinvestiras en R&D. Alors c'est l'ensemble, ouais. Mais en tout cas il y a une volonté d'aller dans ce sens-là. D'accord. Et de l'autre côté en fait le lait, tous les produits laitiers qu'on consomme dans un pays comme la France, la situation n'est pas forcément la même partout. On devrait les payer beaucoup plus cher. On parle de commerce on est subventionné, on est très subventionné, équitable, mais c'est du commerce inéquitable le lait. C'est-à-dire que c'est des gens qui souffrent. C'est une filière où les gens travaillent énormément, ils sont endettés, ils n'arrivent pas à se payer. En bout de chaîne, les producteurs sont très très mal payés. Oui. D'ailleurs, on voit qu'une partie des gens sont sensibles. C'est qui le patron, justement, ils ont lancé une marque de lait parce que les gens sont... Mais globalement... C'est la première marque de lait vendue en France aujourd'hui. Globalement, c'est quand même quand on achète du lait, du fromage, sans avoir finalement d'informations supplémentaires sur l'approvisionnement, on finance une filière qui rémunère mal les gens dans sa filière. Tout à fait exact. Et très polluante, j'ai lu dans le dernier rapport Meat Atlas que plusieurs entreprises de viande et de produits laitiers combinés, les 5 plus grandes entreprises de viande et de lait émettent plus que les plus grands producteurs de pétrole. En émissions de CO2. Alors, je ne connais pas forcément cette stat et il faut toujours un peu savoir quel périmètre est pris de chaque côté. Après, le fait que oui, ça émette, c'est évident. Moi, je parlais en tout cas du sujet méthane. On a beaucoup maintenant dans l'opinion publique, on est très sensibilisé à la viande rouge en fait. Savoir que c'est important de réduire, au-delà de la question de est-ce qu'on est végétarien ou pas, c'est
c'est important de réduire cet approvisionnement-là. Et si on continue d'en manger, d'aller plutôt sur une production extensive que intensive. Mais étant donné qu'une grosse partie des produits laitiers vient quand même du lait de vache, on est sur une filière bovine avec beaucoup d'émissions, je disais, de méthane et autres. Bien sûr. Et après, il y a tout ce qui est pollution, ça, on l'évoque un peu moins, mais des eaux, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont rejetés. Il y a tout ce qui est lié aussi après aux lisiers, à des choses comme ça, qui doivent être évacuées, toutes les productions qui entraînent aussi des pollutions, parce que quand on parle de l'aspect environnemental, maintenant, ces dernières années, pareil, le sujet CO2, gaz à effet de serre est très présent, mais les questions environnementales, c'est pas uniquement le réchauffement climatique, même si c'est un sujet prioritaire. Oui, bien sûr, il y a l'acidité des voilà, mais océans, il y a plein de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, une production intensive et non bio, si on regarde strictement le sujet gaz à effet de serre, peut en émettre moins qu'une production extensive, mais par contre va générer peut-être beaucoup plus de polluants et d'externalités négatives. Donc voilà, c'est aussi dans l'ensemble qu'il faut regarder ces sujets-là. D'accord. Et alors, toi, du coup, tu as levé des fonds il y a peu de temps. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était plus ou moins facile? Est-ce que les investisseurs sont aujourd'hui ouverts? Aux États-Unis, c'est hyper à la mode d'investir dans ce qu'on appelle la plant-based food. Tu as plein d'acteurs hollywoodiens qui investissent dans ces startups. Alors, peut-être pour se greenwasher un peu, ou peut-être parce qu'ils ont des convictions, on n'en sait pas. Enfin, en tout cas, il y a Aston Kutcher qui a investi dans MidTech. Et d'ailleurs, il y a Jay-Z qui vient d'investir dans une jolie boîte d'une startup, justement, Misha Kind Food, qui fait aussi du fromage. Je pense qu'ils font plus des pâtes à tartiner que réellement des fromages. Toujours est-il que là-bas, en fait, c'est donc un sujet, un hot topic. Est-ce qu'en France, c'est le cas? Est-ce que tu as réussi à sensibiliser ou est-ce que ça a été vraiment un tour de force? 2 millions, tu as levé, c'est ça? Oui, il y a 2 ans, il y a une levée sur la partie capitale de 2 millions. Le reste du tour, c'était de la dette. Et si on se place, parce qu'il y a 2 ans, la situation n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. C'était quand même des sujets qui bougent vite et également, parfois les tendances, si on parle des tendances d'investissement, ça peut quand même être assez. Si tu devais lever aujourd'hui, ce serait vite. Peut-être plus simple, tu veux dire? Et en gros, en Amérique du Nord, historiquement, il y a beaucoup plus d'activités là-dessus. Il y a plus d'argent. Voilà. Il y a plus d'argent, mais il y a une sensibilité au plant-based qui est beaucoup plus grande proportionnellement dans la population qu'en Europe. Et puis même en France, on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou autres. En plus, il y a le sujet fromage qui est évidemment beaucoup plus sensible. On touche à l'émotionnel quand on est là-dessus, c'est pas juste du rationnel. Et donc aujourd'hui, on voit que le regard des investisseurs, il est très différent et beaucoup plus ouvert sur ces sujets-là. Il y a 2 ans, il y a le sujet, évidemment, on vient avec une offre de produits végétales dans un pays qui n'est pas sensibilisé, donc c'est pas encore le premier truc qui est sur les radars. L'autre sujet, au-delà de la question faire un ingrédient, faire un aliment qui est végétal, c'est de convaincre aussi les investisseurs d'aller sur une boîte qui va investir pas que dans de la tech, mais aussi dans de l'industrie. D'accord. Aujourd'hui, dans l'univers de l'alimentaire, il y a assez peu d'entreprises, en tout cas dans les jeunes entreprises, qui sont positionnées à la fois sur l'innovation, à la fois sur du produit, parce que nous on est quand même très centré produit et sur l'amélioration des produits, et sur la construction et le développement d'un actif industriel. D'accord. Donc toi, tu as verticalisé, c'est-à-dire que tu produis, tu conçois et tu produis et exactement. Tu distribues tes produits. Nous, on a tout au même endroit, la R&D, la prod, et évidemment l'activité après commerciale et marketing, tout est rassemblé. Parce que cette levée de fonds avait pour but justement de créer ton outil industriel, et c'est fait, c'est chose faite? Exactement, on a conçu puis construit un pilote en fait de production. Donc c'est un démonstrateur, c'est une petite chaîne de unité qui est à petite échelle. Aujourd'hui, on est juste à côté de Paris, à Ivry-sur-Seine.
D'accord. Donc, Et, tu as créé des emplois dans la chaîne de production? Oui, bah là, on est déjà au total quasiment 20 dans l'entreprise. En février, on va atteindre les 20 personnes. Et il y a 18 mois, on était 5, donc on a beaucoup grossi. Il y a une forte création d'emplois et ça va continuer. Et à la fois au niveau production, au niveau technique, sur la partie recherche et développement, on continue de beaucoup travailler là-dessus. Oui, j'imagine. Parce que là, c'est uniquement on a fait les toutes premières étapes. Et pour reboucler avec ce que je disais au début en disant, quand j'ai compris que voilà, on pouvait travailler avec un regard technique et c'est ça qui allait nous aider à faire des produits qui soient bons. En fait, si on fait le parallèle avec les produits laitiers, si on prend un yaourt ou un bout de camembert, qui sont deux produits très classiques qu'on va trouver partout, c'est extrêmement banal d'en manger en France. On est habitué, donc on se dit tiens c'est là, mais en fait c'est historiquement sur plusieurs décennies énormément de millions ou de milliards qui ont été investis dans l'optimisation à la fois de la conception, de la fabrication de ces produits. Donc c'est normal qu'en commençant tard, on a beaucoup de retard à rattraper. J'entends ce que tu dis, qu'il faut quand même... c'est pas du retard, mais c'est vrai que tu as des millénaires de savoir-faire derrière les fromages, et toi tu arrives avec une nouvelle idée de fromage. C'est ça, mais donc ça veut dire qu'on a aussi énormément de potentiel en fait. En mettant les bons moyens dessus, les bonnes ressources, on a énormément de potentiel. Et aujourd'hui, on a des premières gammes de produits qui sont très appréciées en fait. Mais moi, je pense qu'on a fait une toute petite partie la jeunesse du chemin. de l'histoire. D'accord. Et du coup, c'est quoi ta vision pour l'entreprise d'ici 5 ans, 10 ans peut-être? Il y a plusieurs choses. C'est vraiment de continuer d'être spécialiste et leader sur la fermentation et le développement de produits en fait, qui soient à la fois bons, parce que ça, c'est vraiment le premier point. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a travaillé dès le début du projet, aussi en collaboration avec à la fois des chefs et des fromagers, pour en parler. Mais donc, c'est vraiment d'être sur ces produits qui soient bons, avec une méthode de fabrication qui nous permet d'avoir un produit qui soit sain. L'objectif n'est pas du tout de faire un produit alicament, de faire un produit allégé, de faire un produit santé. On reste sur un produit plaisir. C'est pour ça que tu continues à l'appeler fromage, parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'appellations. Nous, on l'appelle des jamais fromages, fromage, en fait. Des AUW mage. Nous, on l'appelle jamais fromage. Sur notre site, justement, c'est jamais marqué ou autre. Par contre, tous nos clients, nous, on reçoit les clients, que ce soit les particuliers, ils vont goûter le produit, ils vont dire « Ah, super, j'ai mangé un fromage végétal. » Oui. Et puis les boutiques qui nous commandent, même les restaurants, dont des grands restaurants qui nous commandent, ils disent « Bonjour, cette semaine... je veux commander du fromage végétal. » Ils ne disent pas je veux commander du fromage ou du froid votre frais 100% végétal. Okay. Donc en gros, oui, il y a la réglementation. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour la respecter, que ce soit sur nos packs, sur nos communications. On n'utilise jamais ce vocabulaire-là. Tu pourrais un jour imaginer d'avoir un label, un AOP par exemple, appellation d'origine on pourrait, il y a des choses en tout cas sur lesquelles on travaille avec des ingrédients un peu plus de spécialité ou autre. On verra où ça va. C'est pas inenvisageable en tout cas. Non, en tout cas, il y a des... Après, en fait, ça passe aussi par le choix des ingrédients. Okay. Si on regarde ce qui existe sur vraiment tout ce qui est fromage de spécialité avec les AOP ou autres, c'est souvent lié aussi parfois à des zones géographiques, à vraiment des types de production qui sont assez encadrés. Tu prendrais des amandes cultivées en France, par exemple. Oui, exactement. Là, ça peut être associé à un ingrédient. Et puis, il y a le volet, c'est que nous, on part d'une feuille blanche. On n'a pas de cahier des charges. Demain, la personne qui veut fabriquer un fromage AOP, il a un cahier des charges très très strict. Il ne peut pas s'en défaire. Nous, étant donné qu'on a une grande liberté sur le choix des ingrédients, le choix des ferments avec lesquels on va travailler et le choix du produit fini attendu, finalement, le champ des possibles est très très large. Et voilà, on a réinventé le plateau de fromage différentes. En fait. Oui, d'accord. Alors, tu nous as dit que tu avais travaillé avec des chefs en R&D et des fromagers. Alors ça, je trouve ça assez épatant. Ça montre l'ouverture d'esprit quand même aujourd'hui. Et peut-être la demande des clients. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de comment tu as travaillé avec ces chefs et ces fromagers? Puis après, on parlera de tes clients, bien sûr. Oui. Alors, dès le départ, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau aussi juste d'avoir un regard critique sur les produits, donc dans la conception et j'allais dire dans la dégustation, oui, j'ai très tôt dans le projet, j'ai fait en sorte d'aller faire goûter le produit à des fromagers, à des grands fromagers, des MOF et autres qui
Tu peux citer des noms Alors, ou c'est gênant? c'est pas, non, c'est que c'est pas forcément à ce moment-là, en tout cas, c'est pas forcément des partenariats signature. Mais moi, en plus, on a eu plusieurs participations, par exemple au salon de l'agriculture ou autre, où on a pu aussi rencontrer en fait des gens de cet univers-là. Il y en a d'autres donc qu'on a sollicité aussi pour goûter les produits, pour avoir des pistes d'amélioration. Les chefs, pareil, hein, c'était pour... si on se rappelle tout ça, même si on a beaucoup parlé de la partie technique, l'objectif c'est de faire des produits qui soient bons et que n'importe qui, que ce soit un chef ou même le grand public, puisse le manger sans savoir si c'est végétal ou pas, quoi. Que, voilà, ce soit bon et ça me fait plaisir d'en manger. Donc ça, c'était important de les impliquer en fait dès le départ. On continue d'avancer avec eux. Les chefs, il y en a qui ont travaillé pas mal, par exemple, de recettes avec nous. On a et qui les ont inscrits à leur carte ou qui proposent des plateaux de fromage de façon indépendante. Il y en a qui ont travaillé des recettes pour les présenter, que nous, on puisse les présenter à nos clients. Et aussi des chefs, dont plusieurs chefs étoilés, qui travaillent avec nos produits à leur carte. Ce qui est intéressant, c'est que même si dans certains cas, c'était pour des menus totalement végétaux, soit vraiment à la carte, soit quand il y a des demandes de clients, évidemment, ils ont de plus en plus des gens qui vont leur dire je veux un repas sans lait ou un repas vegan. Donc, soit dans ce cas-là, mais maintenant, plusieurs chefs travaillent avec nos produits vraiment dans leur menu et c'est mélangé avec des produits animaux. D'accord. Typiquement juste là. Parce qu'ils les apprécient, oui, on a deux restaurants 3 étoiles Michelin et il y en a d'autres. Tu peux pas citer. Les restaurants en tout cas, parce qu'on est très content de travailler avec eux. J'imagine. Il y a le pavillon Le Doyen, donc Yannick Aleno. On travaille avec Cheval Blanc à Courchevel, avec Sylvestre Waïd. On a travaillé dans son ancien resto, dans son nouveau resto aussi, les Grandes Halles. Très belle référence. Exactement, et eux travaillent donc. Par exemple, ils peuvent le mélanger avec des plats qui ont des ingrédients animaux à l'intérieur, mais ça va donner un équilibre. Une texture. Voilà, eux, ils sont intéressés parce que le produit est bon, il est innovant, il a toutes ses qualités aussi, environnementales, nutritionnelles et autres. Et aujourd'hui, le fait de travailler avec les ingrédients avec lesquels on travaille, c'est-à-dire des ingrédients végétaux, bruts et très peu transformés, je disais, on ne cherche pas du le à faire un produit santé, on reste dans le plaisir. Mais ça reste très gourmand, mais presque sans le vouloir. En tout cas, le fait de travailler comme ça fait qu'on a aussi des profils qui sont assez intéressants. C'est-à-dire on va avoir un produit qui est quand même plus léger, qui est moins gras. Et donc, c'est intéressant aussi dans la cuisine de pouvoir travailler avec ça. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Il y a là maintenant des grands pâtissiers aussi qui ont travaillé avec certains produits. Ça va continuer. Et ça, c'est par rapport au chef. Pour la partie des fromagers, donc je disais au départ, certains étaient plus sollicités pour du conseil de la dégustation. Progressivement, il y a des fromagers avec qui on a travaillé. Ils ont une attitude bienveillante tout de suite, ouverte. Pas tous, mais ceux qui ont choisi de nous ouvrir la porte, évidemment, ils étaient de même dans un état d'esprit plus collaboratif. T'as eu des mofs aussi ? Oui. Les meilleurs ouvriers de France. Et là, il y a eu, au fur et à mesure de la conception des fromagers qui nous ont accompagnés aussi en appui extérieur, mais y compris sur vraiment la conception et les sujets scientifiques. Et maintenant, on a agrandi l'équipe aussi avec des fromagers qui vont nous rejoindre en interne. D'accord. Et donc, l'équipe technique s'agrandit au sens large, mais y compris avec des gens qui sont vraiment issus du monde de la fromagerie. Ok, ça va rajouter du calibre là, c'est un beau défi. Hein. Alors, donc, qui sont tes clients ? Est-ce que ce sont des clients qui arrivent et qui découvrent, est-ce que tu vends directement ou est-ce que ils le découvrent au travers justement dans les restaurants ou ailleurs ? Et qui est ta cible ? Il y a les clients, ceux qui te connaissent aujourd'hui, où est-ce qu'on peut t'acheter ? Et puis il y a ta cible aussi dont il faut que tu me parles. Alors, aujourd'hui, nous, on est au début de notre histoire sur tout ce qui est distribution, parce que ce que je disais, c'est que notre outil de production, il a été livré il y a quelques mois seulement. Donc avant, en fait, on faisait des toutes petites séries qui étaient diffusées dans un petit nombre de magasins. Là, on est en phase de forte croissance. Donc nos clients, alors évidemment, il y a des gens, et historiquement, c'est un peu les early adopters là-dessus, c'est les gens qui, quelle qu'en soit la raison, ne mangent pas de lait, ils étaient forcément plus attirés d'avoir un produit qui est bon là-dessus. Mais progressivement, on le voit aussi, on est présent dans les magasins bio, ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui vont acheter notre produit, mais peut-être à côté acheter aussi du fromage, et qui vont acheter un produit végétal, et à côté ils vont acheter du fromage, de la même façon qu'ils auraient pu acheter une brique de lait d'avoine,
pour diversifier en fait. On a des produits qui ont un apport protéique qui est bon, je disais c'est moins gras, il n'y a pas de cholestérol et autres, donc ça c'est intéressant. Donc aujourd'hui on vous trouve en ligne sur votre site, les nouveaux affineurs. Ça représente à peu près un quart de nos ventes, le online. Ensuite et le bio, reste, voilà, c'est des magasins bio. Des chaînes, on vous trouve dans quelle chaîne pour l'instant? Alors le principal revendeur dans les magasins bio c'est Biocop. Donc on travaille beaucoup d'enseignes. Et donc en tout cas c'est là où il y a le plus de magasins. Il faut demander, si on veut te goûter, il faut demander. Oui, voilà, on est présent aussi dans les rayons, on nous voit. Et puis il y a des acteurs aussi du commerce en ligne qui sont beaucoup développés aussi avec les 2 années là, de Covid qu'on a vu. Typiquement La Belle Vie ou des acteurs comme ça, Frishti, qui permettent de commander en fait directement ses courses ou son repas. Voilà, on est présent sur ces différents canaux. Bien présent. Et dans les restaurants. Voilà, comme on a dit, on travaille aussi sur et c'est ciblé dans les restaurants, c'est que c'est un plateau de fromage. Ça dépend des endroits. Ouais. D'accord. Et tu parlais de snacking, tu disais qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, le fromage végétal était très utilisé pour les sandwichs et le snacking. Ou en tout cas, j'ai dû dire ça quelque part. Ça, c'est un marché qui t'intéresse aussi? Oui, alors nous on travaille, on s'oriente aussi sur des développements un peu orientés pour la restauration, pour le food service. Sur l'usage des produits, effectivement, c'est très variable selon les pays. Dans les pays anglo-saxons, ils ont beaucoup cette consommation un peu au moment de l'apéro. Ils n'ont pas exactement le même usage de ce qu'on va faire en France par rapport à un produit comme le fromage, ni les mêmes moments de consommation. Fromagère. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est catégorisé de façon assez différente. Nous, en fait, et ça va reboucler peut-être avec ce qu'on se disait sur quel est le projet aussi plus long terme, c'est ça. Évidemment être expert sur la fermentation et pouvoir faire ces produits qui soient goûteux et bons du point de vue de la fabrication. Mais également, grâce en fait à cette façon de travailler, en fait, qu'on puisse la transposer à la fois à d'autres endroits. Nous, on est beaucoup sollicité pour des acteurs sur l'export ou le grand export qui sont intéressés en fait par avoir ce type de produit avec une pâte aussi française. On peut le dire, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents de se dire, si on parle du laitier, sur du fromage, il y a une valeur ajoutée. On sait que c'est un gage de qualité, le fromage français. Et en fait, sur du végétal, donc nous, on travaille, on a nos gammes, les affinés, les frais. On internalise maintenant ce savoir-faire. Et pareil, on veut être leader là-dessus et que les gens reconnaissent en fait ce savoir-faire français. Ce qui est important, les fromagers, comment ils réagissent à ça? Il y en a évidemment qui ne veulent pas entendre parler du végétal. Il y en a qui ont compris en fait que c'est aussi intéressant plutôt de travailler avec des gens comme nous qui allons développer des produits qui restent dans une fabrication artisanale, bien sûr, traditionnelle, qualité, en fait, qui est respectueuse, qui va continuer d'utiliser des ferments comme ils le font et autres. Et que là, on a plutôt un avantage, on est dans une continuité, plutôt que de se dire, on ferme tout sous prétexte que certains fabricants vont faire vraiment juste de l'analogue. Et c'est pas une question du jour au lendemain, on va tout remplacer. Donc voilà, ça c'est important. Et donc l'idée, c'est aussi d'être présent fortement à l'international. Sachant que pour ces différents pays où ça bouge beaucoup, et même plus qu'en France, dès qu'on s'éloigne un peu, dès qu'on est sur un autre continent, il faudra produire sur place. Et ça va pas être de l'export. Déjà, nous, ce serait un non-sens en fait par rapport à ce qu'on fait, de se dire qu'on va fabriquer ici et envoyer des produits en avion. C'est pas du tout le chemin qu'on souhaite prendre. Donc produire localement. Et voilà, il va falloir produire s'adapter localement. Peut-être aux palais locaux. Exactement. Et donc ça, c'est des enjeux nous dans à la fois le développement produit et l'organisation productive. D'accord. Et alors c'est pas un vain mot de dire que ces fromages sont bons parce que je crois que vous avez gagné pas mal d'awards. Oui, alors on a plusieurs récompenses qu'on a eues cette année sur Trophée de l'alimentation végétale qui était organisé en France il y a quelques mois. On a eu prix du meilleur produit bio, c'est meilleur bio 2022, donc ça c'est des résultats qu'on vient d'avoir. Il y a eu différents prix qui étaient assez intéressants sur nos différentes gammes de produits. Après, plutôt professionnel ou une reconnaissance aussi on va dire gastronomique? Alors, ça, c'est plutôt des récompenses professionnelles, mais qui distinguent des catégories de produits entre eux. C'est catégorie par catégorie. Et après, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est vraiment aussi le plus satisfaisant, c'est d'avoir les retours de clients, en fait, c'est-à-dire ça, c'est la meilleure récompense. Vraiment tous les gens qui nous écrivent en disant, voilà, je suis hyper content, j'ai découvert ce produit, je pensais pas pouvoir trouver quelque chose d'aussi bon en végétal.
Et également, des chefs, forcément, c'est une reconnaissance. Et même sûr. si en volume, c'est pas le même. Quand on est dans une enseigne, quand on parle de Biocoop, on va vendre en quantité beaucoup plus de produits que dans un grand restaurant. Mais c'est très satisfaisant aussi de savoir que des chefs, et même encore plus dans le fait que ce soit introduit dans un menu qui n'est pas du tout à vocation à être vegan, parce que ça banalise un peu l'usage. C'est-à-dire qu'on considère que c'est aussi bien qu'un ingrédient normal. On n'est pas juste dans l'ingrédient de remplacement parce qu'on est forcé de l'utiliser, quoi. D'accord. J'ai une dernière question pour toi, Nour. Est-ce que dans ton tour d'horizon ou dans ton incubateur, tu as rencontré une initiative qui t'a vraiment scié? Tu t'es dit, waouh, ça c'est un truc que j'aurais voulu faire, j'aurais pu faire, ou que j'adore suivre au quotidien, quelque chose qui va vraiment changer la donne, ou qui est dans le même mindset que toi, c'est-à-dire on accompagne la transition alimentaire. Il y en a beaucoup, et indépendamment de quelles sont les choses que j'aurais aimé faire ou pas. Il y a plein de projets qui sont passionnants, à la fois sur l'alimentaire. Il y a beaucoup de choses aussi qui se développent, par exemple sur tout ce qui est développement de... Il y a une boîte qui s'appelle Gourmet, qui fait du foie gras sans foie. Alors on verra, quelle sera l'acceptation des consommateurs ou autre, mais symboliquement je trouve ça hyper intéressant. À l'international, il y aura une très forte acceptation des consommateurs. Je trouve ça hyper intéressant en tout cas comme axe de travail. Et tous ceux qui défendent la cause animale aussi. On ne sait pas aujourd'hui quel va être le résultat. C'est des choses qui sont beaucoup plus en amont que nous, parce que c'est beaucoup plus de R&D, mais c'est très intéressant. Et à l'inverse, des gens avec des produits beaucoup plus simples, donc pour un peu faire le grand écart, comme une marque comme Oatly, c'est hyper intéressant. Ce sont des laits végétaux. Exactement, à base d'avoine. Ils ont eu, avec un produit très simple, un développement qui est vraiment très, 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 très vaste. Et qui aujourd'hui est vraiment... Oui, ils ont vraiment démocratisé. Ils ont démocratisé ça avec une puissance de frappe qui est un marketing très forte. Très clair. Et finalement des produits aussi qui sont bons et peu transformés. Donc un petit peu un spectre qui est large, mais très, très intéressant en tout cas des deux côtés. Quand je vois ton sourire, je me dis que tu dois être assez positif sur le futur, ou tu fais partie des gens qui se disent c'est quoi ta position? Non, je suis de nature assez optimiste, donc... Génial, donc je suis super contente de t'avoir reçu, d'avoir découvert ce milieu du fromage végétal avec toi. Je voulais remercier évidemment toutes les équipes de Donut and Human, toute la prod. Merci à Rodolphe, William, Orlan, Success Boss, toute l'équipe et Top Talent. Merci aussi à By Charlot qui nous a prêté ces superbes plantes. Et merci à Réunis qui m'habille. Donc vraiment, si vous avez aimé, encore une fois, suivez-nous, mettez le like, cliquez sur la cloche, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @DonutandHuman, et sur LinkedIn. Merci à tous, très bonne semaine.